Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, faites-le moi savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. On se retrouve également sur Facebook et Instagram. Pour ce 31e épisode, on échange avec Bastien, cofondateur avec son associée Nathalie de la société Gimmick Design. On parle avec lui du parcours et de sa vision d'entreprendre, de la gestion d'entreprise dans une zone d'utilité comme la Cité Bleue à Bordeaux et d'écologie dans le monde du meuble avec des solutions d'aménagement innovantes. On finira l'émission comme d'hab avec la citation du jour. Bonjour Bastien, merci de m'accueillir ici à Gimmick dans les bureaux. Comment ça va ? Eh bien écoutez, ça va bien, surtout qu'on est sur une journée plutôt ensoleillée, et ça fait du bien après ces quelques jours de pluie là. Ma première question, comment est venue l'idée justement de créer Gimmick ? Gimmick Design, à la base, ça a été l'idée est venue de nos anciens métiers avec Nathalie. Nathalie, elle était architecte, alors DPLG on disait avant, maintenant on appelle ça HMO. Elle a travaillé pas mal en Afrique sur de l'architecture avec des matériaux vernaculaires, donc je pense qu'il y avait déjà des graines qui étaient un peu semées pour elle en tout cas. Et moi j'étais constructeur de décors dans le cinéma, scénographe, et c'est vrai qu'on était dans des secteurs d'activité très générateurs de déchets, où on était capable de dépenser 15 000 euros de bois quand on montait pour tourner une semaine et après tout détruire et tout jeter. Donc voilà, ça a été le début de la réflexion. Nathalie m'a rejoint sur ces projets de scénographie et de construction décor. Et on a commencé petit à petit à réutiliser des matériaux pour plusieurs scénographies. Et puis jusqu'au jour où on a trouvé un partenariat avec des chutes de bois. Et on a commencé à faire des premiers aménagements pour des centres d'animation à Bordeaux. Et c'est ça qui a donné un petit peu le départ de Gimmick Design. Et c'est là où on s'est dit, ok, on fait des choses avec du réemploi, c'est chouette, mais comment on pourrait pas aller un peu plus loin ? Parce qu'on s'est vite rendu compte que de faire mieux avec des matériaux de réemploi, c'était bien, mais que finalement, si on se questionnait pas sur la fin de vie de ces matériaux, mais on avait simplement repoussé un problème. D'où l'idée de se concentrer sur tout le cycle de vie, avec mieux fabriquer, mais aussi mieux gérer la fin de vie. D'où l'envie de créer du mobilier consigné avec un service de reconditionnement designé et réfléchi dès la conception et la vente. Concrètement, la structure, ça se passe, vous récupérez des matières d'entreprises industrielles. Après, vous les ramenez. Par rapport à ces matières, vous êtes un petit peu en mode qu'est-ce qu'on va en faire ? Ou déjà, vous avez déjà votre idée de conception et en fin de compte, vous allez chercher ce que vous avez besoin. Ou en fin de compte, vous avez la matière et de là, vous partez sur un meuble. En réalité, il y a 3 grandes tendances, 3 grandes manières de travailler. La première, qui est la plus compliquée, c'est parce qu'elle repose uniquement sur avoir l'idée. Donc ça nous arrive à des moments de visiter des lieux et de trouver des matériaux qui vont partir à la dépose sur place, sur des rénovations de bâtiments, et de se dire, ces matériaux, au lieu de les jeter, nous on va travailler un design, on va les réintégrer. Ça c'est la première manière de travailler. La seconde, c'est qu'on va essayer de designer du mobilier et après on va aller chercher la matière. Donc une fois que c'est dessiné, on va sur un matériau, par exemple sur un fauteuil ou un canapé, on va se dire, on l'a designé comme ça, mais là-dessus, on prévoit 2 à 3 matériaux différents qui pourraient remplacer telle ou telle pièce, et après, on va à la recherche de ces matériaux. Et la troisième, qui finalement est la suite logique de ces 3, qu'on est en train de développer dernièrement et qui est je pense, la plus pertinente pour l'histoire qu'on va raconter, c'est aller chercher les industriels qui, eux, ont des chutes récurrentes de déchets, et comment on va caractériser la matière en créant un design autour de ça. Donc là, par exemple, on nous envoie des matériaux. Il va y avoir une phase de création qui peut être de 1 à 3 mois pour créer des gammes de mobilier. Et après, on va les prototyper et après, on va les mettre à la vente. Notamment en ce moment, le gros sujet de l'aluminium qu'on est en train d'intégrer dans du mobilier. Et après, plein d'autres encore, puisque là, on a reçu dernièrement une palette justement qui vient de Bourgogne, d'une grosse entreprise avec 4-5 déchets différents. Et on va essayer de réfléchir sur ça prochainement aussi. Ça veut dire que les déchets, ça va être du bois, ça va être de l'aluminium, ça va être... Il y a beaucoup de matières en fin de compte, ou c'est vraiment, on va dire, il n'y a que 3-4 matières que vous pouvez travailler ?
La réalité, c'est que les matières qu'il y a, ça va être le bois, oui, ça c'est ce qu'on va travailler. Après, on va travailler des matériaux recyclés comme le plastique. Et après, sur les matériaux de réemploi, on va être pour le moment sur métal, aluminium, verre et en pourparler du carbone de réemploi. Après, nous, on n'a pas vocation à tout travailler. Mais très souvent, on a ce qu'on appelle, ce qu'on aime bien appeler la contrainte design. C'est-à-dire qu'on va trouver le déchet avec sa contrainte qui va parfois être de la taille, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le redécouper ni le retransformer, mais on va l'intégrer dans une autre matière ou l'accommoder d'une autre matière. Ça, c'est une contrainte qui est intéressante. Et après, si on a vocation à transformer la matière, ce qui va être intéressant, c'est de faire travailler les gens qui ont cette compétence. D'où justement quelque chose sur lequel on est assez content et qui nous tient pas mal à cœur, c'est le caractère collectif du projet. On s'est dit on peut pas vouloir faire mieux avec moins si c'est pas assez transversal dans tout ce qu'on fait et comment on le met en place. Donc en fait l'idée c'est de se dire sur un métallier, plutôt que de moi le faire en interne, c'est de le faire lui retravailler la matière. Donc il peut y avoir aussi, ça nous est pas encore arrivé, mais ça pourrait, un matériau, imaginons qu'on ne sait pas travailler, qu'on va nous envoyer de quelque part. La personne qui va nous l'envoyer caractérise juste du déchet et ne sait pas le retravailler, mais on va peut-être chercher une compétence sur le territoire pour le faire travailler cette matière avec toujours la même destination qui est de fournir un mobilier co-responsable au client. Avec Nathalie, comment ça se passe? Comment vous fonctionnez? Et vous êtes combien dans la société actuellement à travailler? Alors là, on est 5. On passe de devenir 6, parce qu'on a un musique qui est parti, mais il y en a un autre qui va revenir, qui est en recrutement. Donc comment on travaille avec Nathalie? Nathalie va plus chapeauter, on va dire, les projets de design d'espace. Voilà, assez naturellement de par son parcours sur cursus d'architecte. Et elle va après gérer tout ce qui est gestion fournisseur, suivi de chantier. Et moi, je vais plus être sur le, on va dire, démarchage commercial et sur le design de mobilier. Donc, faites démarchage commercial et le sourcing des matériaux. Moi, je vais beaucoup faire de rencontres dans les usines et tout ça pour essayer de trouver de nouveaux matériaux et appliquer le design sur du mobilier. Par rapport à la création de l'entreprise, quel souvenir tu gardes des tout débuts? C'était plutôt facile pour toi ou il y a eu direct des complications, des galères? Quel souvenir? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bah nous au début on est parti un petit peu à fond. On a pris, j'ai l'impression, pas mal de risques. On s'est lancé dans plein de choses qu'on maîtrisait pas, dont la première chose qui était quand même l'entrepreneuriat. Parce qu'on avait plutôt un profil de créatif ou de faiseur que de gestionnaire d'entreprise. Donc moi ce que j'aime bien raconter, je trouve un peu drôle, on a été ridicule, c'est les premières rencontres dans des clubs d'entreprise ou des incubateurs, des accompagnateurs où ça parlait de ROI, de software et tout ça. Où en fait, en cachette, on tapait sur le téléphone pour savoir ce que c'était, quoi. Ça a été ça, c'est vraiment apprendre le jargon. On était un peu largué sur tous ces mots anglicismes, ces usages courants qui apparemment semblaient être maîtrisés par les gens qu'on côtoyait, mais pas par nous. On parle souvent du rendez-vous avec la banque. Quel souvenir toi tu gardes de rendez-vous justement avec les différents banquiers? Nous, le truc, c'est qu'il y avait la partie un peu ambitieuse d'avoir le design et la fabrication. Donc il y a pas mal de gens au début qui nous ont découragés avec ça, en disant il va falloir vous positionner, vous pouvez pas faire la fabrication ou le design, on est en gros soit architecte ou architecte intérieur ou designer ou soit menuisier. Donc ça a été peut-être quelque chose au début qui était un petit peu difficile à convaincre là-dessus. Les gens avaient du mal à croire qu'on aurait pu mener tout de front. Après d'avoir la fabrication, c'était plutôt rassurant pour les banques. Parce qu'on était sur quelque chose où il y avait des ratios, des chiffres un petit peu facilement quantifiables. Mais il y avait toujours ce truc, mais vous allez faire le design, ça fait beaucoup de travail, c'est qu'on est sûr, mais on a réussi à convaincre. Et en réalité, à part une banque où ça s'était mal passé, toutes les autres, ça s'était très bien passé. Et maintenant, nous, on ne peut pas du tout se plaindre au niveau des banques, puisque on est bien accompagné, vachement suivi. Et notamment le crédit mutuel dernièrement et le crédit coop qui nous suit et Cassandra Angot, j'aimerais bien souligner, qui nous suit justement, le projet tient en grande partie grâce à elle et à son accompagnement, même dernièrement. Ça veut dire aussi pour vous, ça peut être des futurs clients? Alors on a tenté de faire la blague, hein. Alors ce mobilier, là c'est l'attente. Non mais ça peut être intéressant
effectivement proposer du mobilier justement pour des banques ou des choses comme ça, parce que ça va mettre en avant des valeurs qui sont de vrais enjeux, notamment pour certaines banques à l'heure actuelle. Euh, Après, maintenant, l'idée c'est de se dire comment on est aussi partenaire avec les banquiers. Parce que au-delà de leur vente de mobilier, nous aussi maintenant, ce qu'on essaie de faire, on essaie de mettre nos partenaires bancaires en lien avec notamment la Cité Bleue ou avec d'autres partenaires pour qu'ils puissent s'engager aussi sur d'autres projets, que la banque aille vers des entreprises de l'ESS davantage, vers des associations, des choses comme ça. Petite parenthèse, justement, on peut parler de la Cité Bleue. Concrètement, pour nos auditeurs, c'est quoi? On se trouve à la Cité Bleue, justement, c'est là où il y a vos bureaux. Alors oui, donc la Cité Bleue, donc nous là plus précisément, on est donc la Cité Bleue, c'est les anciennes usines à sucre Béguincé. Alors là, nous à l'heure actuelle, là où on est en train de parler, on est pour être exact dans les stockages, les hangars de stock de sucre. Donc il y avait là où on est des montagnes de sucre à nos places à l'époque. Et du coup l'usine Béguincé qui a fermé dans les années 80, qui a été rachetée par la famille Brett-Gobast et qui depuis maintenant très peu de temps a décidé de monter le projet la Cité Bleue en développant davantage de collaboration et d'entraide et en mettant en avant de plus en plus les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et l'idée, c'est de porter un projet avec des coopérations entre entreprises. Et donc voilà, on est vraiment au balbutiement de ça et à la construction de ce projet. Donc là, ici, donc, nous, on est plus précisément dans la halle G, voilà, et qu'on aime bien appeler la halle créative. On est en train de développer entre nous des passerelles, des collaborations avec les autres acteurs. Donc voilà, on est vraiment au début de ce projet. Et comme tout projet en co-construction, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment maintenant que ça se passe, quoi. On peut dire que c'est un vivier. C'est vrai qu'il y a une émulation. Je pense qu'il y a plein d'entreprises différentes. Et pour vous, ça peut être aussi intéressant d'échanger avec d'autres types de personnes. Complètement. Là où le projet fonctionne, Cité Bleue, c'est que nous, en fait, les collaborations, elles se sont mises en place sans même qu'on les ait réfléchies ou pensées. Donc, en fait, elles se sont faites de manière hyper naturelle. Du sourcing de matériaux, comme là, par exemple, des collaborations avec Silva Bat, chez qui on a récupéré, par exemple, des gros tubes métalliques. Et du coup, ces gros tubes métalliques qu'on a récupérés, ils se retrouvent à l'heure actuelle au département des finances de la Charente, où on a fait tout leur manche de bois avec des tubes métalliques qu'on a récupérés à Silvabat. Ils se font avec le vivier d'artisans que propose Artflow, avec la maison Malagnac avec qui on travaille sur les parties textiles, avec Boris Volk sur les photos, avec Madani, des choses comme ça, avec aussi les artisans de devant, Maxime Labaz, David, voilà. Et après des collaborations aussi d'entraide. On a fait un peu de mobilier pour Nomad Surfing par exemple, et Nomad Surfing nous rend plutôt bien l'appareil, puisque c'est grâce à eux qu'on a eu le projet de la Cité du Vin. Ils nous ont mis en contact avec la Cité du Vin et on a pu réaliser la table de la salle impériale justement grâce à Nomad Surfing. Donc en fait, voilà, il y a des collaborations très inhérentes à notre activité. L'exemple de Silvabat qui nous sert, voilà. Il y a des collaborations pour la commercialisation, donc pour la fabrication, mais aussi pour la commercialisation de nos produits, de la photo, pour sourcer des matériaux, mais aussi des collaborations juste d'entraide, tout simplement, où on se file des tuyaux, où on s'entraide, ou voilà. Et ça, c'est très important, justement, ce côté un petit peu collectif, se donner des infos, des éléments. Par rapport à la société, est-ce que vous avez un client type ou pas? Ça va être des grosses sociétés, ça peut être une petite PME qui a envie de changer son mobilier. Nous, on n'a pas vraiment de client type parce qu'on est c'est très diversifié. Comme là, en ce moment, on a fait une bibliothèque pour un particulier. Comme là, en ce moment, en parallèle, il y a aussi, on fait tous les meubles photocopieurs pour le groupe Aramis. On va rencontrer la semaine prochaine le vice-bâtonnier de Bordeaux pour parler de pupitres qu'on va élaborer, designer avec eux en collaboration avec le vice-bâtonnier de Bordeaux, Jérôme Delas. Donc voilà, donc vous voyez, rien que ça, déjà, c'est hyper diversifié. Ça va du meuble copieur au pupitre à une bibliothèque pour un particulier, au parc mobilier département des finances de la Charente, quoi. Par rapport à l'entreprise, pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour entreprendre? Moi, le seul truc que je me suis dit, alors en tout cas entreprendre, moi à mon sens, j'ai l'impression que pour entreprendre, ce qui est bien, c'est d'être assez libéré de problèmes d'ego et de la peur. Ça c'est pour moi les deux grandes choses. Ego parce que il faut pas avoir peur, et d'un côté rester humble, pas avoir peur ou d'avoir trop d'ego sur ce qu'on fait et rester toujours justement ouvert à des rencontres. On n'a jamais toujours raison.
Et les rencontres et choses comme ça, tous les gens qu'on va rencontrer sont des futurs gens qui vont nous nourrir, et nous on le voit au quotidien dans le projet. Et après la peur, puisque la peur peut tout simplement nous bloquer, nous empêcher d'avoir cette petite part de risque et cette petite part de folie qu'il faut avoir pour tenter des choses et entreprendre. Votre envie, justement, par rapport à Gimmick Design, c'est d'aller où? C'est quoi, pour vous, les objectifs? C'est créer vraiment un projet très très collectif, en s'appuyant vachement sur les savoir-faire locaux. Et si on pouvait arriver à créer une sorte, avec tous les artisans de notre consortium d'entreprise qu'on est en train de développer, si on pouvait arriver à créer un collectif de compétences qui arrive à proposer du mobilier pour toutes les entreprises de la région, plutôt que du mobilier fabriqué en Suède ou en Chine, ça, ce serait, je pense, une très belle victoire de mutualisation des compétences sur le territoire. Ça, c'est vraiment, en gros, le caractère collectif du projet. C'est vraiment ce qu'on cherche. Et nous, plus on avance, plus on se rend compte que finalement, on met vraiment notre design entre un client et des savoir-faire. Et est-ce que pour toi, l'écologie, c'est vraiment la réutilisation systématique de matière? Alors oui, l'écologie, réutilisation de matière, mais aussi comment mieux faire, comment mieux acheter, comment mieux consommer. Nous, notre entreprise, elle repose sur 3 grandes questions qui sont des questions motrices un peu tous les jours. C'est comment ramener le design et l'artisanat dans les entreprises. C'est comment développer une nouvelle manière de consommer et de fabriquer le mobilier d'entreprise. Et surtout, comment on va réussir à créer un mobilier qui ne soit plus générateur de déchets. Donc ça, c'est les 3 grandes phrases qui nous poussent au quotidien. Et du coup, il y a, oui, certes, réutiliser, mais il y a aussi donc, mieux consommer. Je m'explique, par exemple, ça nous arrive à un client qui nous a demandé du mobilier pour un événement éphémère et qui avait, en discutant, l'envie d'aménager un espace plus tard. Nous, on lui a dit, on va pas te pousser à la consommation, en fait, à te faire un mobilier pour ton événement. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que le mobilier de l'événement puisse après aller dans ton projet d'aménagement. Donc, le client voit de suite l'avantage économique d'acheter au lieu de 2 fois quelque chose, mais une fois. Mais voilà, et nous, on est aussi là pour accompagner les gens dans la consommation. C'est-à-dire qu'on va jamais pousser à acheter 2 fois un mobilier, alors que nous, notre travail, c'est plutôt de designer un mobilier qui soit capable d'avoir 2 fonctions ou d'en remplir 2 ou d'être utilisable dans le temps pour plusieurs besoins. Et vos concurrents directs, ça va être des entreprises étrangères ou il y a de la concurrence également en France? Concurrence, nous, on va la rencontrer quand on travaille avec des grands comptes, puisque souvent les grands comptes, comme par exemple Domo France ou des clients comme ça, souvent sur des gros projets, ou comme là ça a été le cas pour Unitech, ou par exemple pour la Cité numérique Unitech, on a perdu face à Maison du Monde. Donc voilà, ça c'est les concurrents qu'on va avoir sur des projets, on va dire pour des grands comptes. On va être en concurrence avec des marques, des grands groupes plus classiques, des marques un peu plus reconnues, mais avec un versant un peu durabilité, éco-responsable un peu poussé. Et nous, donc on va se retrouver en concurrence avec eux sur ce genre de projet. Après, sinon, nous, la concurrence, on la regarde pas vraiment, mais plutôt on l'observe, parce qu'en fait, plus il y a de concurrence, pour nous, mieux c'est. Ça veut dire que c'est des gens qui se cassent la tête comme nous dans le bon sens, et avec qui on va pouvoir développer des partenariats. Donc nous, typiquement, on peut être comme je dis souvent, on peut être en concurrence avec tout le monde ou avec personne, dépendant du métier. Parce qu'on fait du design, donc on pourrait être en concurrence avec les architectes d'intérieur ou des archis. Alors pas du tout, on adore travailler avec eux parce qu'en fait, on n'a pas vocation forcément à aller sur de l'espace, et en fait, quand on travaille avec eux, ça nous permet de nous dégager du temps pour travailler vraiment sur nos solutions de caractérisation de déchets par le mobilier. Donc ça, c'est super. Après, on va par exemple utiliser des matériaux de réemploi recyclés, donc on peut être finalement en concurrence avec des entreprises qui font des matériaux recyclés. Alors pas du tout, nous, si quelqu'un fait un matériau recyclé, c'est super, on est les premiers à être demandeurs de pouvoir utiliser cette matière. Donc vous voyez, en fait, finalement, on a essayé de changer le prisme de la concurrence, mais de le voir plutôt comme de la collaboration, et qu'en fait, on peut développer un maillage assez fort avec des mutualisations de compétences qui peut être très intéressante pour la fabrication de mobilier. À designer, est-ce qu'il y a un objet que vous préférez? Ça veut dire ça va être un bureau, une chaise, un meuble. Est-ce que toi, personnellement, il y a quelque chose que tu préfères faire? Ah oui, alors moi, je suis fan des tables basses, tables et fauteuils. C'est vraiment mes trucs préférés. Et après, moi, en plus, je suis vraiment plus sur le design de mobilier dans l'entreprise. Donc, voilà, ta question a tapé juste. Nathalie, elle va plus être sur la vision dans l'espace, travailler. Ça, c'est ça qui va plus. Là où moi, je vais parfois être un peu moins bon là-dessus. Mais moi, vraiment, c'est table basse, table et fauteuil. On est début 2024. Justement, sur l'année, c'est quoi vos envies? C'est quoi vos objectifs?
L'objectif, c'est de surtout diversifier notre clientèle, comme on dit, donc aller de plus en plus vers des choses atypiques. Donc là, par exemple, le fait qu'on puisse nous demander des choses comme faire des pupitres, des choses comme ça, hyper intéressant. Après, ce serait de développer aussi un petit peu le sur-mesure. Pas mal de partenariats d'architectes d'intérieur. Parce qu'en fait, il y a plein d'architectes d'intérieur qui font des super belles choses. Et nous, c'est pouvoir bénéficier du design d'autres aussi, ça c'est super. Et après, le troisième objectif, c'est vraiment développer à fond les gammes de mobilier. Pour la simple et bonne raison que le mobilier, c'est là où notre entreprise elle a le plus de sens, parce que c'est là où on peut appliquer la consigne, pardon. C'est là où on va pouvoir appliquer un système aussi de location de mobilier, là partir un petit peu plus sur de l'usage, donc de l'économie de la fonctionnalité, donc ça c'est très intéressant à mettre en place. Et après c'est là où on va s'éclater à pouvoir faire rentrer un maximum de nouveaux matériaux dedans, et designer des mobiliers avec des nouvelles matières. Ça c'est vraiment le troisième et l'un des plus gros objectifs ou celui qui nous tient le plus à cœur cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment les gens vont recycler les bureaux ou les chaises ou le mobilier en général que vous leur créez? Nous, ce qu'on propose, c'est on vient récupérer le mobilier sur place pour le reconditionner en interne. Donc le mobilier, nous, vu qu'on l'a designé, il y a un cahier des charges, donc on sait très bien quelle vis c'est à quel endroit ou quel enclenchement. Donc on sait très bien comment le reconditionner. Donc comment le reconditionner avec nos parties à nous, donc les parties bois ou plastique recyclé par exemple. Mais aussi on a anticipé le recyclage des autres matières, comme le métal. Moi j'ai pas vocation à acheter un poste à souder, à me lancer dans la métallerie. En fait, on a aussi travaillé avec des entreprises comme par exemple iMetal, avec qui on travaille le reconditionnement, comment on va pouvoir retravailler la matière. FMC qui fait le thermolacage, on va pouvoir venir changer la couleur. Donc voilà, ça c'est toute la partie qu'on a travaillé avec eux sur le reconditionnement. Et après nous, comment on va reconditionner le mobilier, en tout cas vraiment pour la partie qui nous concerne. La partie du projet avait le versant social qu'on aimerait développer sur le long terme. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, là, comme je dis, depuis septembre, on a fait à peu près 4 activités. Initiation avec des gens éloignés de l'emploi, avec la fabrique à déclic, on a fait un atelier dans nos ateliers, on a accueilli le lycée Magendie, donc voilà, on fait pas mal, non, mais on fait par an de temps en temps, une fois par mois, tous les mois et demi, un petit atelier d'1 heure d'initiation, de découverte autour des métiers du bois. L'idée c'est de perpétuer ça parce que ce qui serait top, c'est que en fin de vie, quand on reconditionne le mobilier, vu qu'il y a un préavis de 6 mois sur ce reconditionnement, en fait, ça nous permet, nous, d'anticiper les moments de reconditionnement. Et ce qui serait hyper bien, c'est d'arriver à continuer à mener des actions, mais sur, cette fois-ci, pas 1 heure, mais plutôt 1 mois, où on collabore avec une association et on fait du reconditionnement pendant 1 mois de tel parc mobilier qui revient pour voilà, travailler le métier du bois et donner envie et peut-être permettre à des gens d'avoir le déclic ou de donner goût à ce métier qu'est la menuiserie ébénisterie. Concernant les industriels, est-ce que tu trouves que maintenant ils jouent le jeu par rapport à l'écologie? Ça veut dire que par rapport aux peintures, aux vernis qu'ils peuvent mettre, par rapport à justement, tu dis les vis, les cols, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment un élan sur ça ou on est encore vraiment au début du process? Oui, moi je vais parler de ce que je vois et ce que je connais. J'ai pas vocation à dire comment ça se passe en France. Nous, en tout cas, à notre petite échelle, tous les industriels qu'on voit, ils jouent vraiment le jeu. Non seulement ils jouent le jeu, mais c'est un véritable enjeu pour eux. C'est-à-dire que nous, il y a pas mal de PDG de groupes qui sont venus dans les ateliers pour sans savoir quoi faire. Ils avaient juste envie de découvrir le projet et après cette rencontre, c'est dit comment on peut travailler ensemble. Et là, des passerelles sont en train de se créer. Donc, c'est non seulement une envie, mais pour eux, ce sont des enjeux écologiques. Parce qu'il y a cette envie par des têtes pensantes ou des meneurs de cette entreprise qui en ont envie et qui comprennent que c'est important, mais ça va être aussi un enjeu commercial. Il y a plein de gros groupes qui ont compris que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en avant, mais il y en a aussi plein, et souvent quand je pense qu'on est à la tête de grands groupes comme ça, c'est qu'on est souvent plutôt futé. Il y en a plein qui ont compris que ça allait être la seule manière de faire bientôt. C'est-à-dire qu'on n'est plus en termes de choix ou pas. On est à une étape où là vraiment, ça va être les enjeux de demain, et il ne faut pas passer à côté, et c'est maintenant. Et c'est vraiment ça qu'on ressent en tout cas sur les industriels qui nous approchent. Donc c'est bien plus qu'une volonté, c'est vraiment pour eux l'avenir. Est-ce que tu as un mot, une phrase pour te motiver tous les matins quand c'est un peu plus compliqué? Il y a 2 phrases. Il y en a une que je me dis souvent pour me motiver. C'est de toute façon je m'en fiche, j'ai toujours de la chance.
Alors en fait, cette phrase que je me dis, je m'en fiche, j'ai toujours de la chance, elle veut pas dire que je suis vraiment chanceux, parce que sinon j'irais gratter des Vegas tous les jours et je reprendrais 50 000 euros tous les jours. Cette phrase, moi je l'analyse comme c'est la manière de se dire qu'en fait, peu importe ce qui t'arrive, c'est une chance de faire mieux ou d'aller plus loin. C'est-à-dire, c'est voir un peu chaque événement qui arrive, pas comme une fatalité, mais comme une opportunité. Même quand c'est dur, quand ça va être une mauvaise nouvelle, si on transforme ça en chance, on dit, en fait, il m'est arrivé quelque chose de dur, mais finalement, c'est pas dur, puisque c'est une expérience ou quelque chose qui va me permettre soit de pousser encore plus loin ou d'améliorer les choses. Donc ça, c'est une phrase que je me dis pour me motiver. Et après, une phrase que je me dis souvent, mais plus là sur la partie fabrication quand on est un peu dans l'atelier, même si on y est de moins en moins, mais en tout cas cette phrase vient quand on prend des décisions avec le chef d'atelier, c'est dès qu'on a la flemme, c'est qu'il faut refaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, surtout en menuiserie, aménagement sur mesure, ébénisterie, dès qu'on commence à dire ah ouais, prendre une décision, j'ai la flemme, oh c'est bon, ça va aller, non. En général, il vaut mieux faire tout bien dès le début ou tout reprendre à zéro, parce que sinon, par expérience, on sait que dès qu'on on est négligent sur un léger détail, ça va forcément nous ressortir ou plus tard ou être handicapant. Donc. Est-ce que tu penses que on est bien aidé à entreprendre en France ? Parce que toi, par rapport à votre parcours, vous dites on a été soutenu, ça s'est bien passé ou il y a eu des banques ? Je trouve qu'on a été bien accompagné et franchement, plus j'avance, plus je me rends compte qu'en France, pour entreprendre, il y a énormément de dispositifs. Alors, des dispositifs qui vont être des associations montrées par des gens il y a des années, comme André Muliez qui a montré le réseau Entreprendre, qui accompagne, ou Initiative Gironde, enfin tous les mouvements Initiative France, mais également les collectivités, le département, Bordeaux Métropole, la région, enfin il y a vraiment plein de dispositifs en France sur lesquels on peut s'appuyer. Par contre, vu qu'il y en a plein, effectivement, il faut être rigoureux, il faut les trouver parce qu'il y en a beaucoup qui fourmillent, mais en tout cas il y en a plein. Juste une dernière question concernant Gimmick, comment on fait pour vous retrouver ? Il y a site internet, les réseaux ? Eh bien alors il y a site internet, il va y avoir Instagram, Gimmick Design, écrit tout attaché, et LinkedIn, voilà. Merci. Et merci à vous. La citation du jour est de Philippe Stark. Il faut remplacer la beauté, qui est un concept purement culturel, par la bonté, qui est un concept humaniste. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog, Apple Podcast. On se retrouve également sur Instagram et Facebook. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.